Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de Frika TV et bienvenue à cette autre édition de votre émission économique Economy First sur Frika TV, votre télévision panafricaine. L'impressionnante croissance économique africaine, près de 5% au cours des 14 années précédentes 2014, suscite l'optimisme des économistes quant au potentiel du développement du continent africain. Cependant, une chute vertigineuse des cours des matières premières est en train de ternir l'espoir des Africains. L'Angola, le Libéria, le Mozambique, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Sierra Leone, l'Ouganda, le Mozambique, tous ces pays africains dépendent le plus fortement des matières premières telles que le pétrole, l'or, le diamant, le cobalt, le bois, le cacao et bien d'autres. Alors, ces pays se trouvent de plus en plus sous le choc de la chute des matières premières et leur économie est sensiblement menacée. Alors, l'Afrique est un continent qui regorge d'innombrables ressources, mais qui reste destiné à l'exportation. Et cette exportation, naturellement, ne profite pas beaucoup au continent. On a plutôt l'impression que ce sont les pays vers lesquels ces produits sont exportés qui tirent le plus grand profit de ces ressources, de ces matières premières africaines. Alors, l'Afrique, un pays qui regorge ses gisements donc, quel est son intérêt économique au regard de ces transactions qui tournent autour de l'exportation de ces ressources? Alors, pour en discuter autour de cette question aujourd'hui, nous allons devoir solliciter l'expertise de deux personnalités. La première qui est sur le plateau avec nous, c'est M. Germain Salah. Vous êtes économiste et vous êtes également spécialiste des questions de matières premières. Bonsoir et bienvenue, M. Germain Salah. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, l'autre personne qui va intervenir de plus en plus avec nous, c'est M. Idriss Lynch. Il est journaliste, spécialiste des questions économiques. Mais pour pouvoir revenir sur le plateau et discuter autour de cette question, nous allons d'ores et déjà observer cette petite transition avant de revenir ici sur la table de débat. Alors, pour pouvoir fixer le cap autour de cette question des gisements en Afrique et leur politique d'exportation qui davantage amène l'Afrique à perdre d'innombrables potentiels économiques, nous allons tout d'abord nous retourner vers la régie pour avoir ce premier élément qui fixe le cap de façon générale, mais également, c'est un reportage qui se passe quelque part au Cameroun. Allons-y du côté de Mobilon au Cameroun pour retrouver un site d'exploitation des minerais. Oh oui, ça méritait le déplacement. Ils sont des dizaines, hommes, femmes, enfants, les pieds dans la boue, les yeux dans la terre. À la pelle et à la pioche, ils n'ont pas creusé un trou, mais une gigantesque carrière. Sur 300 mètres de long et près de 100 de large, ils ont terrassé les arbres et retourné cette colline à la recherche du filon miraculeux. Certains auraient déjà fait fortune, d'autres sont en attente. Moi-même, personnellement, je suis venu dépister alors là où l'or est entré dans la carrière. C'est donc depuis juillet que nous sommes ici là. Et depuis juillet jusqu'à aujourd'hui, la vie de notre village a changé. Les gens vivent bien, on a l'argent. Bon là, les motos, on est en train de construire des belles maisons chez nous et ça continue. La semaine dernière, une pépite de 25 grammes est sortie de ce bourbier. Une autre, plus grosse encore, le mois dernier. Tous les jours, ce sont des centaines de grammes qui scintillent dans les battets. Alors, nous venons là de voir le cliché sombre d'un gisement, d'un site d'exploitation des minerais quelque part au Cameroun. C'est précisément dans le village Mobilon. Et nous allons revenir pour pouvoir en discuter. Mais avant, je voudrais solliciter votre expertise, Idriss, sur la question même de la matière première. En fait, quand on parle des matières premières, bien entendu, de quoi fait-on exactement allusion, Idriss Lynch, tu t'as vu? Les matières premières sont des produits qui existent dans la nature
que l'homme vient simplement extraire, ou alors qui sont le fruit d'un travail de production, toujours par le même homme, par exemple la culture ou alors l'élevage. Et les matières premières, comme vous l'aurez constaté, sont les biens premiers qui sont au départ de tout le processus d'industrialisation, lui-même le cœur de l'économie moderne. Alors, M. Salah, nous venons de suivre, avant que cette intervention de Idriss Linge, un reportage qui fixait le cap sur l'exploitation artisanale d'un site de gisement quelque part au Cameroun. Nous sommes là en Afrique. Alors, je voudrais vous poser la question, quand vous regardez ce genre d'éléments, en tant que spécialiste de la question, est-ce qu'on peut vraiment tirer profit d'une condition aussi misérable d'exploitation des gisements, comme c'est le cas au Cameroun et dans la plupart des États africains? Alors, personnellement, bon, je ne suis pas surpris par rapport à ce que nous venons de voir, d'observer. Ouais. Il faut relever que dans l'exploitation minière, parce que là on est dans le niveau de l'exploitation minière, vous avez l'exploitation minière industrielle, et semi-industrielle et puis artisanale. Et ce que nous venons voir, nous sommes dans l'artisanat. Qui se caractérise effectivement par l'utilisation des moyens très rudimentaires des populations, et il n'y a pas les gens qui n'ont pas une connaissance significative effectivement du secteur. Et il faut dire que la grande majorité de l'exploitation minière en Afrique effectivement est effectuée sous le label ou sous la rubrique artisanat minier. C'est pour dire qu'en Afrique encore, dans beaucoup de pays, l'exploitation minière n'est pas encore industrielle, elle est beaucoup plus artisanale. Tout à fait. Et l'exploitation minière artisanale a beaucoup de conséquences, n'est-ce pas, aussi bien sur la population, tout à fait, mais aussi même sur l'État, parce que les revenus ne sont pas souvent très contrôlés, parce que c'est une exploitation qui est plus informelle que formelle. Effectivement. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de chantiers, de travaux au sein du gouvernement, n'est-ce pas, pour formaliser cette exploitation minière artisanale. Tout à fait. Et elle est vraiment, elle pose beaucoup de problèmes de santé, au plan environnemental, au plan des populations. Parfois, vous avez vu les jeunes enfants qui sont avec leurs parents, parfois au péril de leur vie. Bien sûr, au péril de leur vie. Tout à fait. Et donc, c'est des situations très très déplorables. Si vous allez effectivement à l'Est Cameroun, une bonne partie de l'Est Cameroun, que ce soit l'exploitation de l'or, du diamant, vous allez trouver effectivement ces désastres, qui peuvent être humains, qui peuvent être écologiques, naturels, ainsi de suite. Mais est-ce qu'en réalité, un secteur qui génère autant d'argent et qui est même destiné au commerce international, qui bénéficie quand même d'une très visibilité sur le plan international, est-ce que cela devrait se passer exactement comme dans des champs de patates? On va le dire, le sable aujourd'hui, qui est l'une des composantes importantes dans le génie civil, exploité de façon artisanale. Les carrières de pierre, à peine les collectivités locales, les mairies arrivent à imposer un contrôle là-dessus. On a eu des efforts même au niveau du Cameroun pour voir comment le ministère des Mines essaye de réglementer le secteur. Mais jusque-là, ça reste toujours véritablement précaire, artisanal, comme vous le dites. Mais est-ce qu'un secteur qui génère autant d'argent devait être vraiment laissé, être dans un contexte de laisser aller, M. Salah? Alors, nous disons que c'est des situations qu'on déplore, mais il faut dire que la réalité qu'on peut avoir dans le secteur artisanal, dans le secteur minier, c'est la réalité qu'on peut aussi avoir dans tout le secteur d'activité, c'est l'informel. Vous savez que nous sommes encore, dans beaucoup de secteurs d'activité, nous sommes encore sur le règne de l'informel. Et donc, en fait, l'artisanat minier tel que ça se passe là, c'est de l'informel. Et donc, on connaît toutes les conséquences de l'informel. Même que ce soit par rapport on connaît vraiment toutes ces conséquences-là. Et donc, sur l'économie, sur les personnes qui travaillent, ce n'est pas formalisé, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut quitter cet état-là, de l'état informel, effectivement, pour arriver à une situation formalisée. Tout à fait. Et il faut quand même dire que, si on prend le cas de Cameroun, il y a quand même un cadre juridique de plus en plus
parce qu'on a sectionné, n'est-ce pas, l'exploitation minière. Il y a l'exploitation minière artisanale, parce que l'exploitation minière artisanale ne veut pas dire que l'exploitation informelle. L'artisanat veut dire que ceux qui interviennent vont utiliser, n'est-ce pas, un matériel rudimentaire, et ils ne vont pas utiliser un matériel de très grand calibre. Donc c'est pour cela que vous avez donc là, parce que il y a certains types d'activités dans le secteur artisanal, dans le secteur minier, qui vont rester, qui sont vraiment où on ne peut ne pas avoir, où les populations ne peuvent ne pas intervenir. Tout à fait. Voilà. Mais vous avez aussi l'exploitation minière semi-industrielle et surtout industrielle. Et je pense que c'est sur le secteur industriel, n'est-ce pas, qui est, si vous voulez, où on peut avoir une grande visibilité en matière de politique peut-être publique dans le secteur des mines. Mais dans beaucoup de pays africains, il faut voir que l'exploitation minière, elle est vraiment dans beaucoup de pays, c'est une exploitation artisanale. Mais il faut sortir effectivement de cette situation pour davantage organiser, formaliser, n'est-ce pas, le secteur. Non seulement pour que ceux qui interviennent puissent effectivement vivre du fruit de leur labeur, mais aussi pour que l'État aussi qui organise puisse aussi, n'est-ce pas, puisse capitaliser aussi, n'est-ce pas, ce secteur d'activité. Tout à fait. Donc je pense que le problème se pose à ce niveau-là. Mais on va voir que historiquement, on a toujours eu affaire à l'exploitation minière artisanale. Mais ça pose beaucoup de problèmes au plan humain, au plan économique, au plan écologique, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, bien, nous allons vous poser la question de savoir, l'Afrique est un vaste gisement de ressources naturelles de divers ordres. Mais avez-vous le sentiment que ces ressources sont convenablement exploitées et naturellement à l'intérieur du continent noir, au regard de tout ce qui se passe? Je pense que, a priori, la réponse est non. La réponse est non. Mais là aussi, il faut quand même pousser, parce que là aussi, il faut pousser un peu la réflexion. Et comme je l'ai dit, il n'est pas considéré l'Afrique comme un seul pays, mais comme un continent. Tout à fait. On va quand même voir qu'il y a à l'intérieur du continent africain des exemples en matière d'exploitation minière, par exemple, qui sont quand même des exemples où on peut se référer. Voilà, vous avez en Afrique australe des pays tels que la Namibie, des pays tels que le Botswana ou bien l'Afrique du Sud. C'est les pays qui ont en matière d'exploitation minière qui sont très avancés et où effectivement les ressources minérales constituent parfois ont une part importante et dans le produit intérieur brut, n'est-ce pas, de ces pays-là. Donc maintenant, il y a aussi, mais il faut relever qu'il y a bien sûr des situations assez dramatiques pour beaucoup de pays, pour beaucoup de pays africains. Et donc, je pense que il faut avoir cette lecture-là, n'est-ce pas, de la réalité de l'exploitation minière, des matières premières en Afrique. Alors, pourquoi la majeure partie des matières premières exploitées en Afrique sont destinées plutôt au commerce extérieur, c'est-à-dire à l'exploitation, alors que l'Afrique elle-même constitue un très grand marché pour ses produits finis ou semi-finis? Cette situation, il faut observer un certain nombre de choses. Il y a d'abord le fait est d'abord, il faut d'abord regarder même les matières premières elles-mêmes. Si on regarde les caractéristiques des matières premières, l'une des caractéristiques des matières premières, c'est que les matières premières sont des produits qui ne sont pas, dont les productions ne se trouvent pas dans tous les pays du monde. Tout à fait. C'est-à-dire que tous les pays du monde ne sont pas détenteurs de matières premières. Et que ce soit des matières premières d'origine agricole, que ce soit des matières premières d'origine minérale. Par contre, on va se rendre compte que ces matières premières sont consommées dans toutes les parties du monde. Donc ça veut dire quoi? La conséquence, c'est que ceux qui en disposent ils vont exporter. Parce que ceux qui n'en disposent pas vont aller chercher, n'est-ce pas, ces matières premières-là où elles se trouvent. Donc, de par cette caractéristique-là, effectivement,
les matières premières, les produits matières vont être voués à l'exportation. Ça, c'est la première chose qu'il faut observer. Maintenant, parfois, cette exportation-là, normalement, elle doit être faite par rapport aux normes qui sont connues de tous. Ouais. Mais on va quand même observer que cette exportation n'est pas aussi faite par rapport aux normes. Il peut y avoir l'exportation informelle, ou alors cela peut être fait par des méthodes qui ne sont pas très conseillées. Tout à fait. Voilà. Le deuxième problème, c'est que tel que historiquement la division internationale du travail a été effectuée, nos territoires, à travers la colonisation, nos territoires ont été considérés, ont été faits comme des lieux où on doit produire les matières premières, et alors que la consommation doit se faire ailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle, au lendemain des indépendances, donc, nos États déjà vont hériter, les États nouvellement créés, vont hériter, n'est-ce pas, de ces différentes exploitations-là. Et n'ayant pas encore un marché local, la production va être vouée à l'exportation. Et il faut donc dire que nous n'avons pas, on n'a pas beaucoup évolué, n'est-ce pas, on n'a pas beaucoup évolué dans ce sens-là. Tout à fait. Et donc, les marchés ne sont pas généralement chez nous, les marchés se trouvent ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes des territoires d'exploitation, alors que la consommation se fait sur d'autres territoires. Maintenant, il faut donc développer peut-être les marchés dehors chez nous, de telle sorte que une partie de la consommation, une partie de la production soit consommée sur place, et le surplus donc doit être exporté. Parce que normalement, dans la réalité de l'exportation, quand on parle de l'exportation de manière basique, c'est que généralement on exporte le surplus de la consommation. C'est-à-dire quand vous produisez, vous consommez, vous produisez pour vous-même. Maintenant, quand il y a un surplus, c'est le surplus donc effectivement que vous devez exporter. Tout à fait. Donc ça c'est vraiment le b.a.-ba en matière de l'exportation. Tout à fait. Voilà. Or ici là, nous on va se rendre compte qu'on va exporter tout ce que nous produisons. Et voilà pourquoi on va se trouver avec des pays africains qui sont là. Nous sommes que des pays producteurs. Et normalement, donc, la consommation étant très réduite, on va donc vendre vers des marchés, n'est-ce pas, extérieurs. Donc, vous voyez que c'est ça qui fait ce déséquilibre-là, n'est-ce pas, sur le commerce. Alors, quels sont, entre autres facteurs, les raisons pour lesquelles l'Afrique n'arrive pas véritablement à satisfaire aussi sa propre demande en matière de consommation des matières premières? Qu'est-ce qui explique ce retard ou bien ce manque de capacité à l'Afrique à consommer au moins les 70-80% de ses matières premières? Alors, je pense qu'il y a une question, un problème, premièrement, des politiques publiques et des objectifs recherchés par les États en matière d'exploitation de matières premières. Donc, il faut regarder déjà ça sous ce angle-là. Est-ce que nous sommes sortis, n'est-ce pas, des situations où on nous aurait effectivement, si vous voulez, limité, c'est-à-dire être seulement les pays producteurs, parfois comme un ami dit souvent, un pays détenteur de matières premières, alors que l'exploitation et la production se fait par d'autres. Tout à fait. Je pense que il faut sortir déjà de ces questions politiques. Maintenant, si on résout, si on se pose des bonnes questions sur ce que nous voulons faire de nos ressources, n'est-ce pas, je pense que les solutions vont y arriver. Une chose est sûre, on l'a déjà dit, on le dira assez, pour qu'on gagne davantage par rapport à nos matières premières, il y a la question de transformation. Il y a la question de transformation sur place, n'est-ce pas, de nos ressources naturelles. Mais aussi, il faut développer les marchés. Tout à fait. Développer le marché, ça-à-dire la consommation intérieure. Voilà. Maintenant, pour ça, il y a un certain nombre d'autres éléments qu'il faut mettre en œuvre. Il y a la question de financement. Parce que si vous voulez faire l'exploitation des gisements, par exemple, des mines par exemple, il faut des financements énormes parce que ça coûte cher.
Vous avez suivi par exemple au Cameroun les chiffres sur l'exploitation par exemple du minerai de fer de Balam. Ouais. Vous avez suivi parfois c'est les chiffres peuvent vous donner. Donc on vous donne qu'il y a il faut des financements, il faut des infrastructures. Tout à fait. Voyez-vous, si vous êtes, vous prenez le cas de Balam, là l'exploitation se passe à l'est du Cameroun, ouais. alors que peut-être le marché n'est pas local, le marché international. Pour faire partie du produit de là, il faut les infrastructures, des voies de communication, ainsi de suite, chemin de fer, route, ainsi de suite. Donc vous voyez donc que l'investissement est assez, donc il faut les moyens, aussi bien financiers, aussi bien infrastructurels, et les ressources humaines aussi nécessaires. Voilà. Donc il y a tout cet environnement-là qu'il faut intégrer. Voilà. Mais je pense que l'approche marché, l'élément marché est très important. Tout à fait. Parce que si nous voulons développer nos pays, effectivement, vous avez vu la présentation que M. Lisa a fait tout à l'heure, les matières premières rentrent beaucoup dans l'exploitation, n'est-ce pas, d'un ensemble d'industries. Tout à fait. Que vous soyez dans l'industrie automobile, que vous soyez dans l'industrie aéronautique, que vous soyez dans l'industrie de l'armement, que vous soyez dans l'industrie. Donc, même les nouvelles technologies aujourd'hui, on va constater qu'on va utiliser les matières premières. Et donc, est-ce que nous voulons industrialiser nos pays et à partir de quel socle de nos matières premières nous voulons industrialiser nos pays? Et si nous répondons à cette question-là, je pense donc que les autres éléments peuvent suivre. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est sur ce que nous allons nous retourner encore vers notre collaborateur Idriss Lynch pour pouvoir lui poser encore ces questions. Est-ce que l'Afrique dispose-t-elle des ressources naturelles considérables au point de se mesurer véritablement à tous les autres continents dans le monde? Est-ce qu'aujourd'hui, l'offre africaine en matière de matières premières, si je peux me répéter, est-ce que cela est véritablement considérable sur l'échiquier international, Idriss Lynch? Mais bien sûr, l'Afrique est le cœur des matières premières. Attendez, je ne vous parle pas de la Côte d'Ivoire et du Ghana, qui sont les leaders mondiaux du cacao, 70% de la production mondiale. Je ne vous parle pas du Ghana, la Gold Coast, la Côte de l'Or, avec des pays comme le Burkina, le Mali. Je ne vous parle pas de l'uranium du Niger, qui sert à alimenter des centrales nucléaires dans plusieurs pays du monde. Et je ne vous parlerai pas aussi du Mozambique, l'Angola, la Guinée équatoriale, le Nigeria, les mastodontes de l'or noir, la matière première la plus recherchée par les temps modernes. Donc oui, l'Afrique est véritablement le creuset de plusieurs matières premières et dans ce sens, on a le droit de dire en se bombant le torse que l'Afrique est au départ de l'industrialisation et de l'économie moderne telle que nous la vivons aujourd'hui. Alors, nous venons une fois de plus de suivre ces détails que nous donne Idriss Lynch du temps vu, mais également je voudrais vous préciser que l'Afrique, quand même, offre aujourd'hui on allait dire une ébauche d'industrialisation qui est progressivement mise en marche et qui, peut-être, constituerait le point d'absorption d'une bonne quantité de ces ressources ou bien de ces matières premières africaines. Alors, sur ce, nous allons nous retourner vers la régie pour avoir cet autre élément qui fixe le cap sur le processus d'industrialisation de l'Afrique et pourquoi pas l'absorption d'une bonne partie de sa matière première. Et si l'émergence de l'Afrique passait par l'industrialisation? L'Afrique reste le continent le moins industrialisé au monde. En termes de potentiel, l'Afrique a les moyens de rattraper les autres pays émergents grâce à l'essor d'une classe moyenne, une population active importante, ainsi que d'abondantes ressources agricoles qui peuvent être transformées. Mais le continent souffre d'une industrie manufacturière peu compétitive. Sa valeur ajoutée dans le produit intérieur brut a décliné en 30 ans, alors que le chômage et le sous-emploi des jeunes augmentent. Nous avons perdu beaucoup de ce qu'on appelle valeur ajoutée manufacturière, qui détermine le taux de contribution des manufactures dans l'économie d'un pays. Et nous avons tellement perdu que nous avons actuellement 83% de nos produits alimentaires transformés qui sont importés. Au contraire de ce que les gens imaginent, l'Afrique exporte déjà 500 milliards de dollars de produits manufacturiers. C'est pas peu.
C'est plus que l'Inde, qui a plus d'habitants que l'Afrique. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Le marché africain est en plein essor et devrait compter 2 milliards de personnes d'ici 2050. L'industrialisation du continent africain devrait permettre à terme de réduire et d'éliminer la pauvreté, alors que la moitié de la population de l'Afrique dispose de moins d'$1 par jour pour vivre. Mais le déficit d'infrastructures en Afrique, estimé à 93 milliards de dollars d'investissement par an, entraverait le développement de l'industrie. La réalité, c'est que l'Afrique a beaucoup de financements non utilisés parce qu'elle gère mal ces financements, par exemple les fonds de pension. Le développement des industries nécessiterait également une plus grande protection des économies africaines. La mise en place d'une protection intelligente s'avère donc nécessaire pour permettre l'essor des industries africaines. M. Germain Salah, au regard de tous ces éléments, est-ce qu'on peut croire que le développement économique de l'Afrique pourrait être vraiment assuré dans une situation où la grande majorité de ces ressources naturelles sont vouées à l'exportation? On a quand même, au regard de cet élément, compris qu'il y a ce qu'on appelle la valeur ajoutée manufacturière, ça veut dire les chaînes de valeur qui se créent à l'issue de l'exploitation de nos produits localement. Ça veut dire les industries que l'on crée certainement, il y a de la main-d'œuvre, il y a d'autres activités qui vont tourner autour pour permettre quand même l'épanouissement des uns et des autres sur le plan de l'emploi et sur le plan de la commercialisation. Alors, est-ce que dans ce contexte d'exploitation progressive, vous croyez que l'Afrique arrivera vraiment à sortir la tête de l'eau? Non, je pense que, vous savez que le développement, c'est un processus. Ouais. C'est un processus et lorsqu'on regarde, au regard de l'actualité, de l'environnement, je pense que beaucoup d'économistes, beaucoup de personnes de gouvernement, tout le monde pense aujourd'hui qu'effectivement, c'est le tour de l'Afrique. Ouais. Et vous voyez, n'est-ce pas, tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit, n'est-ce pas, sur le potentiel de l'Afrique. La première, c'est que le potentiel est là. Nous avons les ressources, vous avez les ressources naturelles qui sont là, effectivement. Et donc, je pense que le décollage, le développement, l'industrialisation de l'Afrique à partir de ces matières premières, moi, j'y crois. Parce que beaucoup de nos ressources ne sont pas encore exploitées. Dans beaucoup de pays, effectivement, ce n'est pas encore exploité. Et donc, nous ne sommes pas pessimistes, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'organisations à faire. Mais est-ce qu'il n'est pas encore temps de pouvoir effectivement déclencher ce processus qui, certainement, devrait être la clé pour pouvoir mettre l'Afrique au devant de la scène industrielle et par conséquent aboutir au développement tant recherché? Mais je pense que le processus est enclenché. Si vous prenez par exemple les matières premières d'origine agricole, vous allez voir que de plus en plus il y a la transformation au niveau du continent. Tout à fait. Vous avez au Cameroun par exemple avec l'usine de transformation de cacao qu'on a qui est au niveau de Néo-Industrie SA. Voilà, par exemple, vous avez même Akribi. Akribi, ouais. Si vous prenez que la Côte d'Ivoire, le Ghana, vous voyez qu'il y a, au niveau agricole, on voit qu'il y a effectivement des efforts pour la transformation au niveau du continent. Tout à fait. Vous avez aussi le développement des marchés et un certain nombre d'efforts, de programmes pour amener les Africains peut-être à consommer, n'est-ce pas, les produits, n'est-ce pas, du terroir. Si vous regardez aujourd'hui au Cameroun, vous avez aujourd'hui des supermarchés, n'est-ce pas, où on commercialise les produits du terroir. Tout à fait. 100%. Donc je pense qu'il y a des... Ça bouillonne, n'est-ce pas, de part et d'autre. Peut-être on n'est pas encore arrivé au stade peut-être d'industrialisation à grande échelle. Mais je pense que beaucoup de politiques publiques aussi en la matière, n'est-ce pas, tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que tout le monde est aussi d'accord sur ce fait que nos matières premières, nous ne devons plus les exporter de manière brute. Tout à fait. Donc la première chose, c'est qu'il faut une première ou alors une seconde transformation avant l'exportation. Tout à fait. Parce que lorsqu'on va exporter les produits transformés,
il y a plus de la valeur. Et donc, nous pouvons davantage engranger des devises. Et ces devises-là peuvent nous permettre de diversifier, n'est-ce pas, nos économies. Tout à fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des politiques convergent dans ce sens-là. Ouais. Et donc, maintenant, il faut aussi comprendre que nous sommes dans un monde globalisé. Et dans ce monde globalisé, n'est-ce pas, il y a des intérêts qui sont divergents de part et d'autre. Tout à fait. Donc, il faut aussi tenir compte de ces éléments-là. Mais je pense qu'il y a quand même une bonne réflexion, il y a une certaine prise de conscience de part et d'autre pour comprendre que oui, nous pouvons faire le développement de l'Afrique à partir de l'exploitation de matières premières. Vous aviez par exemple au niveau de l'Union africaine la vision minière africaine. Tout à fait. La vision minière africaine effectivement qui met les matières premières, n'est-ce pas, entre autres au centre, n'est-ce pas, de l'industrialisation de l'Afrique. Parce qu'on pense que l'industrialisation de l'Afrique peut partir, n'est-ce pas, peut se faire à partir de l'exploitation de ces ressources naturelles. Tout à fait. Alors, dans le secteur, par exemple, de la métallurgie, on observe un début de volonté de transformation, mais ici, la matière première n'est d'autre que des chutes de fer usés, d'autres métaux qui ont été déjà exploités et rejetés, que des uns et des autres collectent un peu partout dans les quartiers et que l'on appelle naturellement ferraille. Je pense que vous avez déjà eu l'occasion de voir ces gros camions qui se baladent dans nos rues. Alors, est-ce que le recours à ces vieilleries-là ne constitue pas plutôt un obstacle au développement du continent, en ce sens que les infrastructures réalisées avec ces matériaux désuets et recyclés ne jouissent pas d'une crédibilité qualitative? Est-ce qu'aujourd'hui, la plupart des immeubles qui tombent ou bien des équipements que nous utilisons et qui ne nous offrent pas satisfaction ne sont pas la conséquence de ces matériaux usés qui ont été recyclés et remis encore en fonction comme si effectivement c'était la bonne matière, M. Salah? Alors, vous posez la problématique du recyclage dans ce secteur-là. Mais il faut déjà dire que de plus en plus aussi, c'est pas seulement en Afrique, même en Europe, oui. Le recyclage constitue un enjeu. Tout à fait. Pourquoi recycler? Il y a plusieurs raisons pourquoi on va recycler. Soit parce qu'effectivement, l'acquisition des matières premières va coûter cher. Ouais. Et donc, on préfère recycler, par exemple, parce qu'on ne peut plus aller, on n'a pas assez de ressources, soit pour obtenir les matières premières. Donc, c'est pour cela qu'on va chercher à recycler. Soit parce qu'effectivement, on détruit pour reconstruire, effectivement, et on peut utiliser les matières premières, n'est-ce pas, issues, n'est-ce pas, de ces destructions. On peut le faire. Mais je pense que cela ne constitue pas un frein. Mais pour les pays d'Afrique, moi, je pense qu'il faut observer ça comme déjà un début, n'est-ce pas, d'industrialisation, un début de transformation. Maintenant, il faut aller à un stade supérieur. Je vous ai dit que pour exploiter un gisement minier, ça coûte cher. Donc, si vous voulez, par exemple, sur le fer, nous sommes sur le fer, un gisement d'exploitation de fer, on a pris le cas du Cameroun avec Balam, qui est à la frontière avec le Congo. On sait qu'il faut des investissements assez lourds. Tout à fait. Bon, maintenant, si on n'a pas encore ça, on peut commencer par le recyclage. Bien sûr. Ça nous permet déjà d'avoir déjà la maîtrise, n'est-ce pas, peut-être technologique. Maintenant, il faut déplorer peut-être la qualité. Tout à fait. Et ça, c'est par rapport peut-être au dosage, c'est ça, il faut déplorer la qualité. Mais je pense qu'il faut déplorer la qualité, effectivement. Bon, mais c'est déjà un pas, n'est-ce pas, dans la transformation, dans l'industrialisation. Ok, l'agenda 2063 de l'Union africaine, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, est le cadre stratégique développé pour permettre une croissance économique durable et compte parmi ces éléments les plus importants l'initiative pour une stratégie sur les produits de base en Afrique. Mais quand on fixe une échéance à 2063, M. Salah, nous sommes pratiquement à 2020. Est-ce que vous ne trouvez pas que le chemin est encore très long pour pouvoir offrir à l'Afrique cette émancipation économique basée sur l'exploitation de ces ressources naturelles? Là, on parle de 2063. Là. Alors, pour vous, est-ce que l'échéance n'est pas encore très, très lointaine pour pouvoir espérer déjà
cet épanouissement économique basé sur l'exploitation de nos ressources naturelles? Bon, personnellement, je l'ai dit tout à l'heure, le développement c'est un processus. Ouais. Mais je pense aussi que peut-être l'une des erreurs que nous effectuons, je pense qu'on ne peut pas fixer un horizon pour un développement. Tout à fait, tout à fait. Parce que tout dépend des stratégies qu'on met en place, des objectifs recherchés, et ainsi de suite. Et donc, je pense que on peut avoir des objectifs. Ouais. Bien sûr, les objectifs, il faut les mettre dans le temps. Mais je pense que le développement, c'est un processus. Et ce processus-là, en fonction des réalités, en fonction des moyens, effectivement, peut se faire à court, à moyen et à long terme. Peut-être que ne pas fixer une date fixe, parce que c'est la vie des individus, ça dépend aussi de la vie des individus, et il peut y avoir des réalités. Nous avons aussi ces réalités, vous parlez de réalités, je ne vous coupe pas, mais nous nous rendons quand même compte que nous sommes dans un monde qui va tellement vite et qui ne cède pas la place aux retardataires. La technologie, par exemple, on le dit toujours, l'une des ressources premières de la fabrication des outils technologiques, les téléphones portables, c'est le coltan. Et le coltan est en majorité exploité en Afrique et qui permet aujourd'hui, mais à ce que j'ai connaissance, on ne trouve pas une entreprise de fabrication des téléphones portables ou bien des téléphones Android en Afrique. Mais alors, est-ce que si l'Afrique se met à fixer son objectif à 2063, nous sommes à l'ère des téléphones Android aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en sera lorsqu'on serait rendu à 2063? Peut-être on serait déjà passé à d'autres choses et que l'Afrique soit toujours en train de piétiner. Est-ce que la question que je vous pose, est-ce qu'en réalité, il n'était pas question que l'Afrique puisse penser une sorte de développement axé sur les réalités quotidiennes et les déployer en les améliorant pour pouvoir se mettre plus ou moins au pas de cette dynamique de développement qui est en train d'évoluer, M. Salah, que de fixer des objectifs à long terme? Oui, c'est pour cela que je l'ai dit tout à l'heure que on peut avoir un cap. Bon, si on considère que 2063, c'est le cap. Bon, mais c'est aussi, le développement, c'est aussi un processus. Mais dans ce processus, on peut avoir des pays qui peuvent aller plus vite. Et on peut avoir aussi des retardataires. Bien sûr. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a les pays qui sont déjà assez avancés. Il y a aussi des retardataires, il y a ceux qui sont au niveau intermédiaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout à fait. Parce que les contextes, les réalités ne sont pas toujours les mêmes. Au Cameroun, ce n'est pas la même chose qu'en Afrique australe, etc., ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je pense qu'il faut se fixer des objectifs bien précis. C'est-à-dire que, est-ce que nous... Moi je dis souvent, lorsque nous voulons industrialiser nos États, nos pays, par exemple, ma question est souvent de quel type d'industrie parlons-nous? Tout à fait. Est-ce que nous parlons de l'industrie, par exemple, aéronautique? Est-ce que c'est l'industrie métallurgique? Est-ce que c'est l'industrie du tourisme? Est-ce que c'est l'industrie agricole? Tout à fait. Si nous disons que nous allons axer nos développements à travers, en industrialisant notre agriculture, et donc on s'y met, effectivement, on voit donc effectivement quel type d'agriculture, effectivement, quel type de moyens, quelles ressources, quel marché. Parce que on va voir que, et là c'est un élément que je vais soulever, et c'est ça aussi qui nous a amené à créer l'Institut des matières premières. Parce que ce que nous avions fait comme observation, c'est que on s'est beaucoup attardé dans le domaine des matières premières sur les questions techniques. Ça veut dire que si on prend l'aspect formation, on a beaucoup formé peut-être les ingénieurs agricoles, dans le domaine agricole, on met peut-être des miniers, ainsi de suite. Mais on a oublié que, mais c'est pas c'est oublié, mais on a oublié que la mine, si vous voulez, ce n'est pas seulement la pierre. Tout à fait. Vous voyez un peu, ou bien la mine, ou bien l'huile brute du pétrole, ou alors la cabosse, ainsi de suite. Non, au-delà des éléments ingénierie, vous avez les éléments liés à l'économie, vous avez les éléments liés au droit, vous avez les éléments liés au marché, à la finance. Tout à fait. Donc tous ces aspects-là, effectivement, est-ce qu'on les a intégrés au départ? Si j'observe qu'effectivement ces éléments, tout ça, on ne les a pas intégrés au départ. Si vous prenez par exemple l'aspect
le pétrole. Vous avez où il y a des grands débats sur les contrats, que ce soit dans ce contrat pétrolier, contrat minier, effectivement. Parfois, on peut se connaître qui parfois négocie. Effectivement. En ce qui concerne, par exemple, nos États. Est-ce que ces gens-là ont souvent de l'expertise significative? Tout à fait. Et de la connaissance, n'est-ce pas, de l'environnement, n'est-ce pas, du secteur dans lequel nous voulons nous engager. Parce que oui, on peut avoir de l'expertise sur la connaissance de la mine, sur la connaissance des minéraux, ainsi de suite. Mais si on n'a pas les éléments sur les questions de droit, si on n'a pas les connaissances sur les questions économiques, si on n'a pas les connaissances sur les questions environnementales, si on n'a pas les questions sur les questions des marchés, vous avez posé la question, pourquoi est-ce que on ne consomme pas sur place ici là? Pourquoi seulement si on se pose ces questions-là au départ, ok, pour notre cacao, est-ce qu'on va tout exporter? On va dire non, on n'exporte pas tout. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut peut-être développer le marché au niveau local, le marché au niveau national et le surplus qu'on peut exporter hors des frontières au niveau national ou bien au niveau régional. Tout à fait. Or, ça, ce n'est pas nécessairement les questions, les questions à ces réponses, les réponses à ces questions, ce n'est pas seulement les techniciens qui vont donner ça. Peut-être vous avez les financiers, bien sûr, vous avez les marketistes, vous avez ainsi de suite, qui vont apporter leur lecture de la chose. Donc, vous voyez donc que c'est un travail d'équipe multidisciplinaire, n'est-ce pas, qui doit faire cette réflexion-là, n'est-ce pas, pour qu'on sache où est-ce que nous allons dans le cadre de l'exploitation de nos ressources. C'est la raison pour laquelle nous allons sur des matières premières. L'orientation qu'on a donnée dans la formation et finance, c'est l'orientation au-delà des gens qui ont l'aspect technique, mais c'est aussi des gens qui ont l'aspect, qui ont une vision, qui vont apporter une vision économique, bien sûr, qui vont apporter une vision, un regard de juriste, un regard de financier, n'est-ce pas, dans le secteur des matières premières. Alors, l'autre question que je voudrais vous poser avant que vous avez embrayé sur ces détails, c'était que, est-ce qu'en Afrique, il n'y a vraiment pas, au-delà de tout cela, une véritable expertise de base qui devrait amener les uns et les autres à connaître même les processus de transformation, les processus de composition ou bien les processus d'association pouvant permettre aux uns aux autres de mieux gérer ces ressources naturelles-là. En réalité, quand vous voyez, prenons par exemple le cas de l'agriculture, est-ce que le problème ne se pose pas plutôt au niveau de la méconnaissance même des processus de transformation de ces matières? En réalité, quand vous voyez par exemple dans le cadre des supérettes, des cafés, là-bas on sert naturellement du café déjà moulu, plutôt que de montrer aux gens ou bien d'offrir des équipements ou bien d'apprendre aux gens comment moudre le café et le consommer. C'est vrai qu'il faut saluer quand même l'expertise de quelques structures au Cameroun comme l'UKO, et je prends un cas qui est plus proche de nous ici à Douala, Terrific Coffee, pour ne pas faire la publicité, qui ont quand même réussi à mettre sur pied un certain nombre de méthodes pour pouvoir transformer directement ces produits locaux qui hier étaient absolument destinés à la consommation extérieure. Et c'est à ce niveau que peut-être les traders qui décident des prix de ces matières premières sans tenir compte des réalités locales le font directement, peut-être parce qu'ils estiment que nous n'avons pas l'expertise dans la transformation, dans la maîtrise des combinaisons pour une consommation locale. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau que se joue tout cela, M. Salah? Plus ou moins, parce que ce que vous évoquez, et nous l'avons dit tout à l'heure, il y a l'expertise, peut-être elle n'est pas suffisante. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau qu'il faudrait vraiment jouer toutes les cartes de l'Afrique pour arriver à sortir le pays de la dépendance extérieure en matière de consommation de ses ressources naturelles? Non, au-delà de la question de l'expertise, je vous l'ai dit tout à l'heure, au-delà de la question de l'expertise, il y a la question globale d'abord des politiques publiques dans le domaine, dans ce domaine de matière. C'est-à-dire que qu'est-ce que chaque pays doit, qu'est-ce qu'on veut faire, quel est l'objectif recherché, n'est-ce pas, dans le cas de l'exploitation de nos matières premières. Ça c'est la question sur les politiques publiques. Qu'est-ce qui est recherché? Tout à fait. Parce que lorsqu'on répond à cette question-là, nous avons tout à l'heure, si on veut par exemple industrialiser nos pays, la question c'est de quel type d'industrie, quel est le type d'industrie nous voulons mettre en place. Je prends un cas banal, est-ce que c'est l'industrie automobile? Par exemple, si nous entre les industries, c'est l'industrie automobile.
Est-ce que c'est l'industrie aéronautique? Ou alors, est-ce que c'est peut-être l'industrie agricole, comme vous avez dit? Est-ce que c'est l'industrie minière ou bien l'industrie pétrolière? Si nous voulons faire de l'industrie pétrolière, on commence où il faut commencer. On sait là où il faut commencer et où il faut arriver. Ouais. Avec le process. Tout à fait. Et à l'intérieur, donc, vous aurez effectivement les questions de transformation. Tout à fait. Vous aurez les questions de marché. Ouais. Vous aurez les questions de production. Vous aurez les questions de financement. Vous aurez les questions. Donc, vous aurez un ensemble de questions auxquelles il faudra répondre à l'intérieur. Mais on se rend quand même compte que dans les pays comme le Nigeria, l'État a quand même permis à certains hommes d'affaires, le cas d'Aliko Dangote par exemple, et beaucoup d'autres, même au Cameroun, on a des personnes comme Bokom, le groupe Bokom en général, qui excellent déjà dans ces exploitations à titre privé. La privatisation de ces secteurs ne devrait pas se présenter comme un moyen de pouvoir valoriser ce secteur si par exemple l'État marque toujours du point sur place, parce qu'on regarde quand même. On a une structure au Cameroun, par exemple, qui s'appelle la MIPROMALO, la mission de promotion des matériaux locaux, qui véritablement n'a pas réussi à valoriser nos briques de terre, à valoriser les pieds de Puma. Pour le carrelage, chaque jour, la demande en matière de carreaux de céramique extérieure abonde. Pourtant, le pays a un potentiel naturel de fourniture des carreaux en pierre taillée de Puma qui peut pratiquement approvisionner tout le pays. C'est à ce titre que je pose davantage la question. Est-ce qu'il ne faudrait pas développer d'autres astuces axées peut-être sur le secteur privé pour permettre l'ouverture si peut-être l'État n'a pas suffisamment de moyens de le faire? Alors, mais il faut dire que bon, il y a eu un processus. Parce que si on prend les matières premières d'origine agricole, ouais. Il faut dire que jusqu'aux les années 90, n'est-ce pas, le secteur était régenté par l'État. Tout à fait, tout à fait. Et donc, avec le processus de privatisation, n'est-ce pas, et les libéralisations des filières, ouais. N'est-ce pas, on est arrivé à une situation où les privés sont rentrés dans le secteur. La même chose, vous avez relevé le domaine du pétrole. Ouais. Jusqu'à une date récente, effectivement, si on passe au secteur de la distribution des produits pétroliers, et c'était effectué essentiellement fait par les multinationales, qui sont des structures privées, bien entendu, ouais. Les nationaux, mais l'État a ouvert, n'est-ce pas, et que les nationaux y sont. Et on a vu un ensemble de nations qui sont rentrées dans le secteur avec des, si vous voulez, réussites. Hein, bon, il y a ceux qui sont sortis du lot. Voilà, il y a ceux qui sont sortis du lot. Il y a aussi d'autres. Après quelques années, effectivement, ont disparu. Mais c'est normal parce que c'est l'entrepreneuriat. On peut rentrer dans un secteur, effectivement, et on peut réussir, comme, n'est-ce pas, on peut échouer. Et l'échec ici n'est pas ce n'est pas une malédiction. On peut échouer et on peut repartir à nouveau. C'est normal. Ok. Voilà. Alors, 12% des ressources mondiales pétrolières sont en Afrique. Là, je vais donner quelques statistiques pour que nous puissions comprendre un peu. Alors, l'Afrique a 12% des réserves mondiales de pétrole, 42% des réserves mondiales d'or, 80 à 90% des réserves mondiales de chrome et de platine, sans compter que le Mali est le 3e producteur d'or en Afrique, après beaucoup d'autres pays, l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres. Les richesses en matières premières et en forêt en République démocratique du Congo. Et au Cameroun aussi. Et au Cameroun, bien sûr, là on parle naturellement du bassin du Congo, qui est d'ailleurs le 2e massif forestier au monde après l'Amazonie. Donc pour faire comprendre que de façon générale, je parlais par exemple de la RDC avec le diamant, le coltan, le cuivre, la forêt, l'hydroélectrique et beaucoup d'autres ressources comme ça. Alors comment se fait-il que l'Afrique n'arrive pas à imposer son veto même sur les décisions en matière? Est-ce qu'il n'est pas possible que déjà aujourd'hui l'Afrique arrive avec ce potentiel d'imposer les règles en ce qui concerne les prix ou bien les modes de fonctionnement ou bien la transformation? On a quand même vu un pas. Si on prend le cas du Gabon, le président Ali Bongo, le jeune président qui a décidé donc aucun morceau de bois ne sortira encore du Gabon sans être transformé sur place, ou bien la pré-transformation au moins. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible de prendre ces décisions audacieuses pour pouvoir donner au moins à l'Afrique d'autres chaînes de valeur au-delà seulement de l'exploitation comme à titre artisanal? Non, je pense que ça, c'est les schémas qui doivent être mis en place par peut-être par chaque pays qui est détenteur ou bien producteur de matières premières. Donc ça, c'est les politiques
les arts publics que les pays vont mettre en exergue. C'est vrai que, comme nous l'avons relevé, il y a quand même un mouvement. Il y a aussi non seulement un mouvement qui va dans ce sens, vous avez le cas du Gabon. Vous avez, au début de cet entretien, je vous ai parlé de certains pays. Si on regarde l'exploitation minérale, les pays tels que le Botswana, les pays tels que la Namibie, qui sont très avancés, n'est-ce pas, qui sont souvent même les références en la matière. Mais il faut aussi dire que vous savez aussi que l'Afrique aussi a aussi une concurrence significative parce que ça aussi c'est l'erreur souvent d'appréciation, d'analyse que nous faisons souvent. L'Afrique n'est pas le seul continent détenteur bien des matières premières. Oui, l'Indonésie avec le cacao. Vous avez d'autres pays, même des pays dits développés, qui sont aussi des grands pays producteurs des matières premières, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine minéral. C'est vrai que parfois dans le domaine agricole, on regarde plus ce que nous appelons les matières premières d'origine tropicale, généralement le cacao, le café, un peu. Bon, c'est vrai que c'est en Afrique, un peu en Asie, en Amérique latine. Mais si vous prenez d'autres produits agricoles, le maïs, par exemple, le blé, par exemple, on va voir que nous sommes parfois on traîne le pas. Voilà, nous traînons le pas dans un certain. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi cette réalité-là pour dire que nous avons aussi souvent une concurrence très forte, n'est-ce pas, par rapport à d'autres pays producteurs de ces matières premières. Mais il faut dire que nous sommes quand même très avancés. Nous devançons beaucoup de pays, beaucoup de continents sur plusieurs matières premières. Le problème que nous avions, c'est qu'effectivement, contrairement à ces pays qui en détiennent, ces pays ont su, n'est-ce pas, ont su lier leur développement par rapport à l'exploitation des ressources et utiliser, n'est-ce pas, les revenus issus de l'exploitation de ces ressources pour diversifier davantage leur économie. Parce que l'un des problèmes aussi que nous avions souvent, c'est que pour le peu que nous disposons, bien que nous recevons dans l'exploitation de nos matières premières, il y a un problème de gestion, n'est-ce pas, des revenus issus, n'est-ce pas, de ces matières premières. D'autres pays ont su gérer cela en diversifiant leurs économies, c'est-à-dire les revenus issus des matières premières, on va les injecter dans d'autres économies. Voilà, et ça permet donc que lorsque les cours, n'est-ce pas, des matières premières vont baisser, n'est-ce pas, on peut le choc, on peut freiner le choc, n'est-ce pas, en faisant recours aux autres secteurs d'activité. Naturellement. Je pense que c'est sur cette dernière précision que nous allons une fois de plus nous retourner vers la régie pour avoir cet autre élément qui traite naturellement de la chute des coûts des matières premières et le choc économique que la plupart des États africains ont pris sur leurs finances ou bien sur le coût de leur vie. Alors nous regardons cet élément avant de revenir encore sur la table de débat. En Afrique, la chute des cours des matières premières met le continent sous pression. Malgré un sous-sol riche en ressources minières, la conjoncture actuelle contraint les entreprises à se retirer d'Afrique en raison des coûts de production trop élevés et l'augmentation des impôts dans plusieurs pays. En exemple, la récente décision du gouvernement zambien de multiplier quasiment par 3 ses taxes sur l'extraction du cuivre qui représente 70% des revenus d'exportation du pays. Une décision qui, pour certains spécialistes, est prise au pire moment, risquant de faire fuir les investisseurs. Une analyse qu'admet la ministre zambienne du Commerce et de l'Industrie. Ce n'est pas le bon moment, le prix du cuivre est à son plus bas niveau. C'est pourquoi le président Edgar Lungu a dit que nous étions prêts à nous asseoir et à discuter avec les compagnies minières. Pour certains analystes, il est normal que les pays africains essaient de tirer profit de l'exploitation de leurs ressources naturelles, même si la conjoncture n'y est pas favorable. De mon point de vue, un État ne peut aller chercher des impôts que là où il peut les avoir. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un phénomène qu'il ne faut pas que nous oublions. C'est qu'une politique fiscale, c'est quelque chose de sélectif et adaptatif par rapport à l'environnement économique. Donc, dès cet instant-là, le fait que les États africains veuillent augmenter les taxes sur les investissements ne me paraît pas quelque chose de négatif. Tout simplement pourquoi nous savons aujourd'hui que l'Afrique est le continent dans lequel vous avez les États qui tirent le moins
de revenus des différentes exploitations. Il faudrait quand même que les firmes multinationales qui viennent exploiter les matières premières en Afrique payent au juste prix en termes d'impôts leurs exploitations qui se passent en Afrique. Au regard de la situation actuelle, plusieurs économistes s'accordent sur la nécessité pour les gouvernements africains de prendre des décisions qui devraient s'inscrire dans le contexte de la chute des prix des matières premières. Ils sont nombreux à revoir leur politique d'exploitation des matières premières pour ne pas accélérer le déclin des compagnies minières et maintenir les apports des investisseurs. Alors, nous venons de suivre cet élément qui fixe le cap sur la chute des matières premières, le choc que les États africains ont nécessairement eu sur leur économie. Alors, une célèbre citation de l'ancienne présidente de l'Union africaine, Mme Zuma, soutient que nous avons été colonisés à cause de nos matières naturelles et minérales. Notre position aujourd'hui dans l'économie mondiale, c'est grâce à nos ressources minérales et notre futur sera déterminé par la façon dont nous parviendrons à gérer nos ressources naturelles et minières. Alors, Idriss Linge, nous allons nous retourner encore vers vous pour vous demander que, à présent que nous nous retrouvons face à cette situation, des ressources abondantes, mais également la pauvreté et la misère qui est galopante, pourquoi le continent noir ne tire pas convenablement profit de son potentiel de matières premières? C'est une excellente question. Évidemment, les politiques publiques africaines se penchent sur ce sujet. Mais le fait est que les arbitrages sont très complexes. Dans l'immédiat, les pays africains, pour la plupart d'entre eux subsahariens, ont besoin de l'argent très rapidement pour satisfaire aux besoins de leur population que nous sommes. Il faut construire des routes, des hôpitaux, des écoles et puis donner des salaires aux gens. On n'a pas le temps d'attendre que se mette en place un processus de transformation. Mais il est évident que si l'Afrique entreprenait de transformer ses matières premières, ne serait-ce qu'à une première, une deuxième, voire même une troisième étape, le continent gagnerait beaucoup plus d'argent et générerait beaucoup plus de revenus. En plus, le fait que le prix des matières premières africaines ne soit pas fixé sur des marchés africains, mais pas des traders qui n'ont jamais touché une roue et qui sont basés à New York, peut parfois peser sur les économies de la sous-région qui ne tirent pas le maximum d'avantages. L'Afrique est donc le continent le plus béni de l'humanité, mais en même temps le plus pauvre, juste parce que ses occupants ont peut-être peur de prendre le risque de transformer et de gagner beaucoup plus afin de sortir de la pauvreté. Alors, M. Salah, après donc cet élément que nous avons vu et l'intervention magistrale de notre confrère Idriss, je voudrais maintenant vous poser la question, aujourd'hui que nous sommes rendus à l'évidence, que nous avons de la ressource et qu'il faut véritablement un sursaut d'orgueil pour pouvoir sortir du sous-développement. Quelles sont vos propositions en tant que spécialiste des questions des matières premières et en tant qu'économiste pour réserver à l'Afrique des lendemains reluisants? C'est peut-être par là que nous allons sortir. Merci pour cette question. Et pour vraiment donner un certain nombre d'indications, je vais revenir par rapport à la dernière préoccupation sur les prix. Une bonne partie de l'économie des matières premières est constituée sur la question des prix des matières premières. Parce que de tout temps, les prix des matières premières sont des prix fluctuants. Et donc cette fluctuation effectivement perturbe, n'est-ce pas, le secteur des matières premières. Les prix peuvent être pour un ensemble de questions, de problématiques, de causes. Les prix peuvent augmenter comme ça peut, ils peuvent baisser. Et donc les États effectivement ont mis en place, il y a des mécanismes que les États doivent mettre en place parce que la chute des prix ne doit pas surprendre. Parce que d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une année à l'autre, les prix peuvent baisser. Il faut développer une politique prévisionnelle. Voilà. Donc, lorsque vous intervenez dans ce secteur-là, vous devez vous attendre à ce que nous pouvons arriver à des situations où les prix sont... Il y a l'envolée des prix. Bien sûr. Et à ce moment-là, vous faites énormément de gains. Tout à fait. Mais il faut aussi vous attendre qu'à un moment donné, les cours peuvent chuter à des situations
parfois on ne s'attendait pas. Désastreuse. Ouais, voilà. Et donc, il faut donc avoir des mécanismes d'équilibre qui permettent que, effectivement, lorsque les prix, lorsqu'il y a baisse des prix, n'est-ce pas, il faut équilibrer. Ouais. Et donc, et l'une des solutions, c'est souvent quoi? C'est la diversification de nos économies. Tout à fait, bien sûr. Même si nous sommes produits, il faut diversifier nos économies. Ouais. Et c'est diversifier les ressources parfois que nous recevons de l'exploitation de nos matières premières, même si c'est seulement de l'exportation, nous devons adopter les mécanismes, n'est-ce pas, pour les injecter, n'est-ce pas, dans d'autres secteurs d'activité. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour rentabiliser davantage, nous avons évoqué un certain nombre d'aspects. Ouais. La question de financement, oui. La question de l'expertise qu'il faut développer, la question d'infrastructure, la question de marché. Mais au-delà de ça aussi, il y a des questions de géopolitique que nous devons intégrer. Effectivement, il y a de l'orientation. Quelle est l'orientation économique que nous donnons, n'est-ce pas, à nos pays? Si nous estimons que nous sommes des pays détenteurs ou bien producteurs de matières premières, alors nous pouvons prendre la décision de baser, n'est-ce pas, notre développement sur les matières premières. Oui. Et donc nous pouvons dire, on va créer, on va développer une économie, n'est-ce pas, du cacao, par exemple. Si nous disons développer une économie du cacao, c'est un processus. Ça part de la production et ça part jusqu'à la consommation. Bien sûr. Et donc à l'intérieur, il y a un ensemble de pans sur lesquels nous devons travailler. Donc on ne va plus s'arrêter seulement à la production. Tout à fait. Après la production, quelle est la suite? Tout à fait. Même la formation, on ne va plus former uniquement les ingénieurs. Nous avons à côté des ingénieurs, il faut des gens qui ont une vision de la finance, une vision du marketing, une vision du marché, ainsi de suite. Donc c'est l'approche que nous devons intégrer et développer. Comme je dis, je suis sur le développement des marchés. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Il faut développer vraiment nos marchés pour ne pas tout exporter. Tout à fait. Mais bien sûr, nous devons donc, en effet, chercher, nous devons quitter la place où on a voulu où on nous a réservé dans la division, n'est-ce pas, internationale du travail. Bien sûr. Nous sommes le territoire uniquement pourvoyeur de matières premières. Ok, je pense que c'est sur ces indications que nous allons mettre un thème à cette autre édition de votre émission économique, Economy First sur Africa TV. Mesdames et messieurs, qu'on vient de rappeler que ce jour, nous discutions autour de la question des matières premières en Afrique. Quel intérêt économique pour le continent noir? Et nous avons émis un certain nombre d'idées qui ont amené les uns et les autres à avoir de la compréhension plus lucide sur la question. Sur ce, je vous dirais merci, M. Germain Salah, d'avoir accepté notre invitation de ce jour. C'est nous qui vous remercions. Je voudrais également dire merci à M. Idriss Linge qui a apporté des éclaircissements pour pouvoir meubler cette autre édition. Merci également à vous, nombreux téléspectateurs qui nous regardez chez vous. Alors, au revoir et à l'autre édition d'Economy First, s'il plaît à Dieu. Excellente soirée, au revoir et à bientôt.